Quand j'ai fait mon coming out et que j'étais un capitaliste, un entrepreneur, ça a été compliqué. Et mes parents se sont dit, mais pourquoi tu nous fais ça? Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a raté? Pourquoi tu veux faire des trucs comme ça? Tu veux pas être prof toi aussi? J'ai perdu mon père dans un accident fin 2021. Donc ça a été super dur à digérer parce qu'il fallait pouvoir digérer. On s'entendait extrêmement bien avec mon père. Il a fallu digérer ce truc-là. C'est un véritable deuil. En plein milieu du Covid, en plein milieu de l'isolation, en plein milieu de tout le bordel que j'ai. Tu fais un chiffre d'affaires incroyable, des super croissances. En même temps, c'est un des pires moments de ta vie. Ouais. Puis tu vis ça tout seul depuis ton lit. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, en fait, de traverser cette épreuve, à la fois difficile, mais en même temps, cette épreuve qui était florissante pour ton activité? Qu'est-ce que tu as appelé en toi pour traverser ça à ce moment-là? J'ai réussi à développer vraiment ma propre discipline, une sorte de protocole quotidien qui me permet... Des routines? Ouais, une routine qui me permet en fait de vraiment passer au travers de tout, même les pires moments. Et beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, parce que c'est un gros enjeu, viennent se rapatrier totalement en fait dans leur activité et un jour se réveillent justement avec merde, j'ai oublié les morceaux que je jouais à la guitare. Merde, putain, mon fiston, 18 ans, merde, je l'ai pas vu grandir, j'ai loupé pas mal de trucs. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est quand on passe à côté, en fait, le train, s'il était à 12h17, à 12h18, c'est trop tard. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience suffisamment tôt, justement, de ce qu'on est en train de vivre maintenant. J'avais 160 000 euros de dette en 2016. D'accord. Donc ça, c'est 20 ans d'entrepreneuriat, et il y a eu des hauts et des bas. Et en 2022, on faisait 1,4 million par mois. Et ça a été ce moment-là où j'ai pris vraiment conscience que je suis maître de mon destin. Et si je n'étais pas content de cette boîte et de la levée de fonds et des investisseurs, je pouvais partir. Effectivement, si on s'arrête à Adrien il y a 10 ans, il dit oh, putain, ça va être la merde, ça va être compliqué. Non, en fait, Adrien 10 ans après, c'est quelqu'un qui court 100 km en ultra, c'est quelqu'un qui fait des levées de fonds plusieurs fois dans sa carrière, etc. Et qui est encore en train d'avancer et d'évoluer parce qu'on apprend de nos leçons. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Zone de Pouvoir. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un nouvel invité, un entrepreneur haut en couleur. Il est le fondateur de Chibi Phoenix et de Amilova.com. C'est une plateforme de jeux vidéo et de bande dessinée numérique. C'est quelqu'un qui a créé à un moment donné sa société, les studios, il a autofinancé. Il est passé de 3 à 80 collaborateurs. Il a un parcours très riche. Il est aussi notamment bien implanté. Il est le cofondateur de la French Tech à Sofia en Bulgarie. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui et de discuter avec Adrien Bacchi. Bonjour Adrien. Bonjour Yann. Merci, comment ça va? Merci. Bon, ça va très bien, ça va très bien. Bon, super. Tous les jours très bien. Tu me disais merci, c'est moi qui te remercie d'être là aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais, comme souvent, aborder ce sujet sans s'étaler non plus pendant des heures. Tous les chefs d'entreprise, à un moment donné, ont fait ce choix, effectivement, de passer du monde du salariat à l'entrepreneuriat. Alors, tu as un domaine d'activité qui est particulier, qui est très précis, qui est très pointu. Tu vas nous expliquer tout ça. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait un jour basculer dans ce monde-là, dans le monde de l'entrepreneuriat, et particulièrement dans ton secteur d'activité? Alors, le secteur d'activité, ça, c'est le plus simple. Ça a été toujours le rêve de gosse, de dire j'adore les jeux vidéo, un jour je veux travailler dans les jeux vidéo, et j'adore la bande dessinée, un jour je veux travailler dans la bande dessinée. C'est vraiment un truc de gamin, et ça s'est passé. Il y a plein de choses au milieu, mais par le truchement de plein de hasards et de volontés et d'essais, on est arrivé à ça. Le plus compliqué, ça a été vraiment comment est-ce qu'on est rentré dans l'entrepreneuriat. En fait, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler autrement. Mm-hmm. Et en fait, j'ai essayé d'avoir un parcours tout à fait classique. Mes parents sont professeurs, les deux. Ma mère est prof d'art plastique et peintre, et mon père était prof d'art plastique et peintre. D'accord, donc des artistes. Artistes et profs. Ouais. Et donc pas du tout entrepreneurs. Bien, on ne jugera pas leur talent en tant que peintre, mais ils n'ont pas réussi à vendre grand-chose. D'accord. Donc ça a toujours été pour l'art lui-même. Donc je ne suis pas parti vraiment avec beaucoup de mentoring pour devenir un entrepreneur. Okay. C'est vraiment venu, je pense, à la base par le fait que je ne fonctionne pas avec de l'autorité. Ok. Donc ça a été vraiment parti de toute une éducation où je me rendais compte que j'avais une intelligence particulière qui n'était pas exactement tout le temps académique, sans être un mauvais élève, hein, j'étais un bon élève, mais ma manière d'assembler les choses a toujours été différente. Donc j'ai une capacité à voir des choses que les gens ne voient pas. Je n'ai pas forcément des capacités sociales qui me permettent de m'entendre avec tout le monde.
Et alors, l'autorité, dur. Plutôt un électron libre. Oui, en fait, pas forcément en électron libre, puisque maintenant, je travaille avec des équipes. Ouais. Mais il faut que je puisse travailler selon mes termes. Et il faut que je puisse m'exprimer avec beaucoup de liberté et toute l'énergie que je peux mettre, parce que j'ai beaucoup d'énergie. Ouais. Et quand tu travailles dans une entreprise, on va te brider parce que tu dois rentrer dans un système. Bien sûr, dans un cadre, ouais. Et en fait, j'ai d'abord fait un parcours académique, j'ai fait une école de commerce, D'accord. très classique. Ok. J'ai fait 9 stages avant d'avoir mon premier job. Donc j'en ai vraiment fait beaucoup, j'ai grindé, j'ai eu beaucoup d'expérience. Et entre autres choses, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça. Ok. J'ai fait 1 an de stage dans l'équipe marketing de Bosch. J'ai appris énormément de choses. J'ai entre autres appris que ça peut pas m'aller de bosser dans un truc corporate comme ça. Un des premiers trucs que j'avais fait avec ma boss à l'époque, qui l'avait rendu folle, je me rends compte que mon stage, donc c'est en 2004, ok, bien avant qu'on parle des AI, etc. Moi, j'ai toujours été obsédé par l'optimisation. Mhm. Et quand je vois du gâchis, ça me rend fou. J'ai besoin d'optimiser les choses, etc. Ce Qui est du concret derrière et du résultat. Ouais. Et qu'on produise, mais Mhm. si je vois un truc qui est débile, j'ai besoin de le régler. Il Ouais. faut que je règle ce Ouais. truc-là. Ok. Et rentrer dans une grosse corporation où on te dit, ah bah attends, mais les mecs c'est comme ça. Hein. Ouais. C'est pas autrement. C'est pas autrement, tu vas pas tout changer. Moi, je peux pas. Et en fait, je me suis donc j'étais en stage d'école de commerce, donc tu payes cher ton école de commerce, on te promet d'aller travailler avec les élites, machin truc, etc. Tu travailles pour Bosch, on m'avait dit ton stage sera ci à ça. Sauf que quand je rentre dans mon stage, je me rends compte qu'une grosse part de mon stage, une très grosse part de mon stage, c'est de prendre des stickers, les mettre dans des enveloppes pour les envoyer aux équipes commerciales. D'accord, c'est pas fou. Non. Et ensuite de faire des fax pour prouver, on est en 2004, hein, pour prouver que les stickers ont été envoyés. Et les fax, il faut les remplir à la main et faire une photocopie du truc. Fait tout un truc. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, une partie de l'information, je devais aller chercher dans une base de données Excel. Ouais. Vraiment un truc de base. Et j'ai dit à ma boss, mais attends, laisse-moi travailler un petit peu, je vais pouvoir automatiser ce truc-là. Quand je vais chercher un truc dans une base de données, ça va remplir un formulaire, je vais l'imprimer et je vais l'envoyer directement par fax depuis l'ordinateur. Et je vais gagner 4 heures par jour. Et là, c'était dur, en fait. Pour elle, elle me dit, mais tu veux toujours tout changer. Ouais, tu sors du cadre. Franchement, les stagiaires avant toi, ils se plaignaient pas, ils faisaient le taf. Toi, t'es chiant, tu demandes des trucs et machin, etc. Et bon, elle était les 3 ans plus vieille que moi, hein, tu vois, c'est pas non plus comme si elle en avait 50. Mais il y avait tout ce truc de travailler pour une grosse corporation allemande qui avait déjà tout en place. Pourquoi est-ce que moi, je veux changer les choses? Bon, j'ai changé les choses, ça a entièrement transformé ma fonction. Ouais. Et je me suis retrouvé 4 heures de libre par jour et j'ai pu faire des choses intéressantes. Et après, avec ma boss, j'ai compris qu'il fallait que je sois gentil avec elle et que je lui apporte des cafés le matin. Et on a commencé à devenir potes. Ouais. Donc, il y a eu une autre transformation de mon côté, pas être juste un iconoclaste et autre aussi un peu sociable. Mais en dehors de ça, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour bosser là-dedans. Et d'ailleurs, j'avais eu une conversation avec ma chef de l'époque qui m'avait dit, mais Adrien, tu as vraiment un côté rebelle, tu veux toujours tout faire selon toi. Un jour, crée ta boîte et tu prouveras à tout le monde, en fait. C'est un peu ce que j'allais dire, ce côté rebelle, ce côté électron libre, finalement, c'est un petit peu le point commun qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin de s'émanciper, finalement, des cadres, de tout ce qu'on peut leur poser de façon obligatoire et d'avoir cette forme de liberté, de créativité. Alors, toi, dans ton domaine, et puis on peut le voir, parce qu'on est filmé, on voit que tu es quelqu'un de créatif, tu le portes sur toi. Quand je dis un personnage tout en couleur... C'est des chaussures c'est pour tes chaussures, je disais ça. Ouais. Surtout la couleur de tes lacets. Donc, cette créativité, aujourd'hui, t'amène... Alors, même si tu dis, au départ, t'es pas quelqu'un de super sociable, etc., comme je le disais, ton aventure entrepreneuriale, aujourd'hui, elle a plus de 10 ans. Tu es passé de 3 collaborateurs à plus de 80 aujourd'hui. Aujourd'hui, moins de 50. Moins de 50. Non, ça a été... C'était une époque 80 et 3 à 80, 50. C'est une autre partie. Pour moi. Ouais. Non, mais c'est moi qui te donnais l'information, mais on est monté de 3 à 80, ce qui est vrai. Ouais. Mais on est aussi redescendu de 80 à 50. D'accord, il y a des raisons, on peut s'expliquer. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est une autre aventure. Hein, la décroissance et devoir gérer... Bien sûr. Le truc, c'est humainement très intéressant. C'est un vrai match, en fait, constamment. Et ça, on est là pour en parler aussi. C'est vrai que le défi d'un entrepreneur aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est bien parce qu'on a une super idée et puis qu'effectivement, on a cette dose d'adrénaline qui nous pousse à avoir des projets et à taper dedans jusqu'à ce que ça monte. Ça crée effectivement une pression, mais aussi la dépression lorsqu'on doit réadapter ses ambitions quelque part à un système, à un marché, à
des conditions de fonctionnement, a des envies. Si on écoute son fond intérieur qui nous dit globalement, est-ce que c'est réellement de ça que j'ai envie, puisqu'il y a un équilibre. On parlera évidemment aussi d'équilibre. Je sais que tu as un papa très attentionné, en tout cas ta vie de famille est très importante pour toi. Effectivement, il y a deux choses à gérer quand on entreprend. Il y a le côté effectivement très fun, très sympa de monter des choses. Et puis il y a le côté peut-être des fois un petit peu moins fun qui est de les maintenir. De les maintenir, en tout cas de savoir pourquoi on doit faire un effort constant pour maintenir quelque chose qui n'est pas forcément constant. Donc, et beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui s'accrochent justement à cette idée que la réussite, c'est avoir beaucoup de chiffre d'affaires et beaucoup de salariés et beaucoup de clients, mais oublie la petite partie très importante, c'est le bénéfice. Je ne parle pas forcément que d'argent. Hein. Le côté bénéfice en fait de mon activité, ce que ça me rapporte en termes de plaisir, en termes de réalisation personnelle, et puis en termes d'équilibre. Est-ce que cet objectif-là, finalement, ouais, c'était super au départ de le mettre sur le papier parce que j'avais des ambitions, mais quand j'arrive enfin sur la marche que je m'étais fixée, est-ce que c'est réellement le résultat escompté? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui me nourrit aujourd'hui et qui me permet de vivre sereinement? Et ça peut s'expliquer, c'est pour ça que c'est pas rare de voir des entreprises aujourd'hui qui gonflent et dégraissent, justement parce que le chef d'entreprise a enfin pris conscience que sa priorité, c'était pas forcément ce qu'il marquait sur le papier au départ, son prévisionnel avec son expert comptable, mais peut-être aussi cet équilibre perso-pro qui est très difficile aujourd'hui à maintenir. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué dans une ambiance récession, dépression. Est-ce qu'on va rentrer en guerre? Où est-ce qu'elle est la démocratie? C'est quoi le futur? Est-ce que les robots et les intelligences artificielles vont nous remplacer d'ici 2 semaines, 2 ans? On ne sait pas. C'est très, très anxiogène. On est passé d'un monde où tu pouvais prendre un crédit immobilier et te dire, j'ai plus que 35 ans pour le payer, à te poser des questions sur les 35 prochains jours. Maintenant, Ouais, c'est vrai ça, bien sûr. bon, je pense que les générations avant nous, nos ancêtres, etc., ils ont vécu des choses bien plus dures. Bien sûr, bien sûr. Alors, Ça va bien, en fait. justement, t'es amené, toi, à toujours, comme beaucoup, mais toi particulièrement, justement, dans cette ascension et puis ce rééquilibrage, on va l'appeler comme ça, de ton activité, sans rentrer dans le pourquoi exactement, parce qu'on n'est pas forcément là pour parler de la stratégie entrepreneuriale pure. Néanmoins, le chef d'entreprise, c'est lui qui est justement le guide de sa stratégie et qui est le guide aussi du reste de sa boîte. Qu'est-ce qui t'a fait, toi, justement, soit prendre conscience, soit réagir par rapport à des choses qui peut-être ne t'allaient plus, ou au contraire, c'est quoi? C'est une prise de conscience? C'est quoi à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les 5 dernières années ont été très complexes pour le monde, pour mon industrie et pour moi. La première chose, pour le monde, on a vécu le Covid, le lockdown. Évidemment. Est-ce qu'on va tous mourir? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que les vaccins vont nous sauver? Est-ce que les vaccins vont nous tuer? Information, désinformation, à la fin, on ne sait pas. C'est très brutal, Ouais, très ouais. brutal pour les gens de rester enfermés dans leurs 12 mètres carrés. Et puis il y a un état de sidération qui a tué le game, hein, pour le coup. Hein. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une main prise effectivement sur la peur, par la peur. On parle effectivement, c'est très intéressant de parler de ça, tu vois, c'est un sujet, c'était pas prévu, mais cet état de sidération, comme tu le dis, il a effectivement rebattu les cartes de beaucoup d'industries. Alors il y a certains qui sont partis et sortis gagnants, comme très souvent, et malheureusement, il y a d'autres qui ont dû s'adapter. Et c'est vrai qu'il y a ceux qui ont eu cette force de résilience et d'adaptabilité en termes de pouvoir, et puis il y a ceux, malheureusement, qui ont suivi plein fouet et qui n'ont pas pu se remettre en question. Je le vois vraiment à 3 niveaux. En tant que chef d'entreprise et CEO, gérer. Alors à cette époque-là, on était en plus en pleine croissance. On était passé de 35. Et ces années-là, on est de 2019 à 2023, on passe de 35 à 80 personnes. D'accord, la vache. Ok, en autofinancé, à la main. La difficulté, c'est comment est-ce que tu gères des employés et des équipes et avec les informations que te donne le gouvernement, avec l'information il faut avoir des masques, mais c'est pas obligatoire, il faut être vacciné, mais peut-être pas, les règles de distance, oui, mais non, entre les gens de ton équipe qui te disent faut être vacciné, faut 3 masques, etc., et ceux qui disent moi je m'en fous, je tousse sur qui je veux, je m'en fous.
ou les gens qui viennent et qui disent bon, c'est bon, j'ai un passeport de vaccin. Par contre, c'est un faux. Hein, j'ai payé 500 euros. Ouais. Moi, je veux pas me faire Ouais. vacciner. Donc, faut gérer ce truc-là. Et comment est-ce que tu gères ta communication et comment est-ce que tu es responsable, où est-ce que tu places le barreau, etc. Donc, faut gérer tout ce truc-là. Donc, faut le gérer. En même temps, nous, on a eu la chance, en termes de boîte de jeux vidéo, d'être dans une industrie qui était en plein boom pendant le Covid. Oui. Ça a été très, très bien. Tout le monde à la maison, Voilà. forcément. Mais du coup, comme beaucoup d'entreprises dans le jeu vidéo, on s'est dit c'est bon, c'est parti, l'industrie se développe, ça va jamais s'arrêter, il faut recruter, il faut développer, etc. Et comme beaucoup d'industries de boîtes dans le jeu vidéo, on a recruté trop vite, trop junior. Avec le remote et des managers qui n'étaient pas prêts, on a eu du mal à former les gens et à suivre en fait la croissance. Passer de 35 à 80 personnes, c'est dur. Bien sûr. Et en plus, le faire dans des mauvaises conditions, avec pas les bonnes personnes, pas les bonnes universités pour soutenir, eh bien, on s'est cramé. À 80 personnes, il y avait 30 à 40 personnes de trop. Ouais. Et on a créé de la politique, on a créé des gens qui faisaient semblant de travailler, qui s'étaient mis d'accord pour faire croire que... D'accord. Et ça a pourri le truc. Et à partir de 2023, le business du jeu vidéo est devenu beaucoup moins rentable, puisque les gens sont de nouveau ressortis au soleil. Eh oui. Et il faut gérer ce truc-là. Forcément. Donc là, il y a eu vraiment une vague sur laquelle tu as essayé de surfer. Mhm. Enfin, là, Et on s'est raté. Ouais, enfin, on s'est raté, tu ne pouvais pas le savoir. C'est-à-dire que c'est un petit peu toutes les histoires d'entrepreneurs. C'est-à-dire que tu lances un projet, tu ne sais pas s'il va marcher, Tu ce sais pas, projet. non, C'est-à-dire que tu prends les éléments à l'instant T, tu fabriques ce que tu peux avec, effectivement, tu prends le risque, parce que je connais personne qui a réussi sans prendre de risque, et je connais personne qui a réussi sans connaître réellement d'échec. C'est-à-dire que si on peut l'appeler un échec, parce que finalement, aujourd'hui, tu es là, tu es tout entier, ta boîte, elle est encore là. C'est-à-dire que même s'il reste 50 salariés... C'est très bien, on ouais. a fait des très bons profits. Ouais. C'est une boîte on a parti de dettes. J'avais 160 000 euros de dettes en 2016. D'accord. Donc ça, c'est 20 ans d'entrepreneuriat, et il y a eu des hauts et des bas. Et en 2022, on faisait 1,4 million par mois. Donc de chiffres bruts, hein, c'est pas du bénéfice. C'est pas de la marge, oui. C'est pas du bénéfice, mais bon, voilà, on a pu financer des emplois et on a pu financer nos bêtises aussi. Bien sûr. Donc, il y a eu toute cette phase-là. En plus de ça, j'ai perdu mon père dans un accident fin 2021. D'accord. Il s'est étouffé à un barbecue avec des copains, il est mort. Bam. Ah, vache. Donc, ça a été super dur à digérer parce qu'il fallait pouvoir digérer. On s'entendait extrêmement bien avec mon père. Il a fallu digérer ce truc-là. C'est un véritable deuil. En Ouais. plein milieu du Covid, en plein milieu de l'isolation, en plein milieu de tout le bordel que j'ai. Tu fais un chiffre d'affaires incroyable, des super croissances. En même temps, c'est un des pires moments de ta vie. Ouais. Tu vis ça tout seul depuis ton lit. 6 mois après, on a un employé qui est mort. D'accord. Qui fait partie c'est dans la liste des choses qu'on ne t'apprend pas en école de commerce, comment gérer Non, ça. mais en même temps, quand tu gères de l'humain, 80 personnes, tu as beaucoup plus de chances effectivement d'avoir ce type d'accident que si tu en as deux. Ça, c'est Ouais. clair. 30 ans, même pas 30 ans, AVC, voilà. D'accord. Et un mec adorable, hein, en plus. Tu vois. Si seulement les pourris, tu pouvais les exécuter, ben Si non, ça ça marche si pas ça comme pouvait ça. se programmer autrement, ouais. Non, c'est Dans les jeux vidéo, ça se peut. Hein. Ouais, Dans la réalité, pas trop. tu peux, ouais. Ouais. Donc, il a fallu gérer 5 ans comme ça de manière assez brutale. Ouais. Je rebondis juste là-dessus parce que c'est vrai que c'est un petit peu aussi ce qui parsème la vie de tout le monde, mais d'un entrepreneur en particulier qui doit à la fois gérer une forme de réussite d'un côté de sa société, de son activité, etc. Et comme tu dis, dans le même temps, tu n'es pas exempt d'avoir des pépins de vie. C'est-à-dire que comme tu parles de ton papa ou d'un salarié, c'est tout ce brouhaha, parfois ce bruit en fait, qui se mélange. Et il peut y avoir de musique en fait en même temps. C'est-à-dire qu'entre la vie perso et la vie pro, c'est ce qui est vraiment délicat d'ailleurs, où très souvent j'entends des gens dire on ne peut pas tout avoir. Pas tout avoir, c'est que quand je réussis professionnellement, dans le même temps, personnellement, c'est la merde. Et puis des fois, quand je suis heureux personnellement, professionnellement, c'est difficile. On peut aussi avoir tout pourri, on peut aussi avoir tout beau, c'est qu'une question finalement de circonstances. C'est comment gérer, tu vois, là, c'est une question qui me saute comme ça, parce qu'en 2021, toi, tu as été l'acteur principal finalement de ta vie à ce niveau-là. C'est qu'à la fois, tu as une ascension professionnelle, une réussite, avec les chiffres qui explosent, etc., ta boîte qui fleurit, et d'autre côté, bim, émotionnellement, ça, Adrien, ce qui est clair, c'est qu'on a beau se dire fort, etc., émotionnellement, on est pris par les événements, par la réalité. Comment tu gères à ce moment-là ces deux facettes quelque part de ta vie, ces deux parties importantes de ta vie? Comment tu gères ça? Parce que les conséquences, en fait, elles peuvent être dramatiques. C'est-à-dire que si, à ce moment-là, le chef d'entreprise
n'a pas un mental assez solide, n'est pas bien dans ses baskets, n'est pas certain de la route qu'il a empruntée, c'est très facile, en fait, à un moment donné, de vriller, de partir en cacahuète, comme on dit, de sortir du chemin et de se planter. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a cette force-là. On parle de mental, évidemment, ici. Ça s'est passé comment pour toi et si tu te rappelles, puisque tu es encore là, donc on peut parler d'une ressource que tu as activée, qu'est-ce qui t'a permis, toi, en fait, de traverser cette épreuve, à la fois difficile, mais en même temps, cette épreuve qui était florissante pour ton activité? Qu'est-ce qui t'a permis, toi, qu'est-ce que tu as appelé en toi pour traverser ça à ce moment-là? Donc précisément la mort de mon père et cette phase-là, ou de manière générale? En règle générale, parce que je sais que tu es quelqu'un qui a un gros mental, je sais que tu es Ouais. un gros sportif, de source sûre. Le décès de mon père, ça a été très brutal et j'ai passé à peu près 4 semaines à boire. Ouais. Donc ça a été vraiment intense, beaucoup d'alcool. Et je me suis concentré sur du travail. C'était salvateur pour toi, ouais. Je sais, je suis Oui, il encore, fallait je suis sortir, il en- fallait je suis décompenser. encore Ouais. là, donc il fallait faire un truc. Bien sûr, bien sûr. J'avais besoin de passer une phase comme ça. Et donc pas mal de bière. Et j'étais sur mon PC en isolation à travailler sur de nouveaux jeux. Ok. Donc j'ai vraiment travaillé. Ça m'a permis d'être pas mal productif et de penser à autre chose. Donc ça, c'était bien. Ouais, tu t'es focus sur Ouais. autre chose, bien sûr. Et puis de manière générale, j'ai fait 6 ans de thérapie. Ouais. De 2016 à 2022, justement, ça s'est arrêté un peu après la mort de mon père. Et j'avais approché ma thérapeute je cherchais quelqu'un avec une mission particulière j'avais déjà fait une thérapie avant sur différents trucs, ça avait duré 3 ans et ça s'est passé plutôt bien. Et là, mon nouvel objectif, c'était comment est-ce que je peux devenir une meilleure personne? Comment est-ce que je peux être mieux dans ma peau et comment est-ce que je peux être plus heureux? Ouais. Donc on a travaillé là-dessus pendant 6 ans, c'était très intéressant et j'ai vraiment pu comprendre différents mécanismes de qu'est-ce qui pouvait générer de l'angoisse chez moi et qu'est-ce qui pouvait justement m'apporter de l'équilibre. Et bon, après, en 6 ans, tu analyses, tu Bien réfléchis, sûr, et etc. puis la vie tourne comme un film, ouais. Et j'ai réussi à développer vraiment ma propre discipline, une sorte de protocole quotidien qui me permet, Des routines. une routine Ouais. qui me permet en fait de vraiment passer au travers de tout, même les pires moments. Ouais. Et j'ai pas encore testé les meilleurs moments, mais Ça va venir. c'est vrai que les 6 dernières années, ma routine, je sais qu'il faut que je fasse 1 heure de sport par jour, Ouais. quoi que ce soit, que je transpire, il faut que j'ai une activité physique. Mhm. Il faut que j'ai une activité créative. Il faut que je joue de la musique, il faut que je chante, il faut que je fasse quelque chose. Et pareil, c'est à peu près 1 heure. Et travailler sur mon journal, c'est aussi quelque chose qui me centre. Ça, c'est très important. Et garder contact avec ma famille, pouvoir discuter au moins 1 fois par jour, envoyer quelques messages à ma mère, ma femme et mes enfants. Ouais. Et savoir qu'ils sont là. Et ils me soutiennent énormément, en fait, tous. Ça fait énormément de bien. Je me sens jamais complètement C'est seul un petit peu là-dedans. ton bloc, ça. Ouais. 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 Mon fils Atlas, 11 ans, il y a 2 jours, on parlait de business. Il me disait comment ça se passe ton business, tu peux m'en parler? Ouais. Je lui dis, ça va être un peu long et ennuyant pour toi. Il m'a dit, mais non, j'ai la maturité, je peux en entendre parler, j'ai envie de savoir. Bon, il a 11 ans. Ok, bah, Ouais, vas-y. mais Non, mais c'est une oreille, en tout cas quelqu'un qui te pose des questions, et c'est une oreille parce que tu sais, on en parle souvent de cette sensation, et c'est pas qu'une sensation, c'est aussi une vraie situation de l'isolement en fait du chef d'entreprise, tu sais. Qui a beau effectivement être entouré de 50 personnes, qui a beau avoir du monde autour de lui, participer à des réunions régulièrement, faire partie de clubs, etc., enfin tout ce que tu veux, face justement à cette activité, on va l'appeler comme ça, qui est entreprendre, mais enfin c'est plus qu'une activité, c'est une grande partie de ta vie. Très souvent, c'est difficile en fait justement de faire part aux autres. Alors toi, tu le dis, tu as fait de la thérapie. Bon, tu sais que c'est mon métier, donc effectivement, les chefs d'entreprise que je suis sont en quelque sorte en thérapie très souvent avec moi. On peut en parler à quelqu'un. Parce que ce qui est difficile, alors même si ton gamin il est mignon, 11 ans effectivement, mais tu pourras pas lui dire non plus que telle situation en fait aujourd'hui te fait stresser, que tu as peur du lendemain, etc., etc. Parce que ça arrive aussi quand on est chef d'entreprise, on a ce genre de période de doute. C'est difficile en fait d'en parler. Et c'est vrai que ton entourage, ça c'est un vrai socle que beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est pas qu'ils le négligent,
mais il passe à côté. C'est-à-dire que toi, le fait, justement, parce que tu as fait une thérapie pour ça et tu as voulu savoir comment tu pouvais être plus heureux, et dans ton équilibre, vient le sport, vient le côté artistique, la musique, vient ce côté famille qui est chez toi un socle précieux. Mais très souvent, on voit des chefs d'entreprise qui, justement par les fluctuations de leur activité, parce qu'ils ont un coup dur, ont tendance, tu sais, à se renfermer totalement sur eux et justement ne pas pouvoir en parler alors parce qu'ils vont avoir honte, parce qu'ils vont être finalement dans la culpabilité en fait de pas forcément bien faire, parce qu'ils n'ont pas ce recul-là. Et c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure comment tu as pu rebondir avec quelque part tout ce qui t'est arrivé. Mais je pense qu'il y a une grande partie. Alors tu étais accompagné à cette époque-là Mhm. et je pense que c'est précieux. Et cette priorisation quelque part, tu sais, de dire en fait qu'est-ce qui est important pour moi. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, ce qui est important pour eux, c'est leur entreprise. C'est la trésorerie, c'est comment toujours gratter plus, etc. Tu vois, ce que tu as fait, en quelques heures, je rebondis là-dessus, sur le fait de décompenser, tu sais, ou de compenser, au décès de ton papa, te rapatrier à ton taf. Et beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, parce que c'est un gros enjeu, viennent se rapatrier totalement en fait, dans leur activité. Et un jour se réveillent justement avec merde, j'ai oublié les morceaux que je jouais à la guitare. Merde, putain, mon fiston, 18 ans, merde, je ne l'ai pas vu grandir, j'ai loupé pas mal de trucs. Ouais. Et ça, j'ai envie de te dire, là où c'est beau ce que tu dis là, je suis sensible à ces histoires d'un papa avec ses enfants, c'est quand on passe à côté, en fait, le train, s'il était à 12h17, à 12h18, c'est trop tard. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience suffisamment tôt, justement, de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Parce que tout à l'heure, on parlait du futur, on peut en parler, moi, c'est nos futurs, je sais pas. Pour moi, le futur n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des jolis plans, des jolies projections. Tu parles de ton salarié qui, à 30 ans, te claque un AVC. Il n'y a pas d'âge pour ça, malheureusement. Enfin, la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite. Non. Et c'est prendre conscience, justement, qu'avec ce que j'ai aujourd'hui, putain, si c'est pas maintenant que je m'amuse. C'est-à-dire que c'est pas maintenant que je prends du plaisir. Malgré les croûtes, parce que c'est vrai que bien souvent, on trouve le plaisir, l'excitation, en fait, dans des projets. On ne sait jamais si ça a marché, mais ce qui est excitant, c'est de lancer, toi. Si demain, tu as une nouvelle boîte, c'est de lancer le truc, trouver l'excitation, tout en conservant toujours, en fait, le socle qui nous permettra de grandir, c'est-à-dire notre base, notre fondation, ce qui est réellement important pour moi. Et ça, ce qui est encore plus important que de savoir ce qui est important, c'est de conscientiser et de ressentir ce que ça m'apporte. Parce que c'est pas pour faire joli que tu fais de la guitare, c'est pas pour faire joli que tu fais du sport, c'est pas pour faire joli que tu parles avec ton fils, c'est parce que ça te fait ressentir des choses et c'est par là que ça passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un sens parce qu'il y a un pourquoi. C'est évident. Et on parlait de s'amuser. On parlait tout à l'heure de se dire, c'est vrai qu'on peut entamer les sujets avec de l'amusement. J'ai un vieil ami qui me disait qu'en fait, la vie était une grande blague et qu'en fait, on pouvait rire de tout. Dans toutes ces situations, tu vois, que ce soit dans la croissance, que ce soit dans le deuil, que ce soit effectivement dans les moments de doute, c'est quoi qui t'amuse le plus, toi? Justement, qu'est-ce qui t'excite le plus? Moi, j'aime la maîtrise et le progrès et la créativité. Ok. Donc, j'aime faire des activités qui me font progresser. Par exemple, en sport. Et c'était aussi très connecté avec ma routine pour soutenir l'entreprise. En 2023, j'ai 44 ans, donc j'allais avoir 42 ans et j'explique à mon fils. On était en week-end en Grèce et je lui parle de l'histoire de marathon et des 42 kilomètres, de ce héros grec qui court les 42 kilomètres pour apporter un message et qui en meurt. Et des 42 kilomètres à courir. Et mon fils me dit ah, mais c'est trop bien, papa, tu vas avoir 42 ans, il faut que tu cours un marathon, c'est 42 kilomètres. Je dis petit Super enfoiré, challenge. quoi. Petit enfoiré. Et je l'ai fait, donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'entraîner. J'ai un autre ami qui m'a invité au triathlon qu'il organisait avec sa société. Et j'ai commencé à m'entraîner et c'était le moment où on perdait du chiffre d'affaires comme ça. On commençait à avoir tous les problèmes qu'on avait accumulés parce qu'on avait recruté trop vite, parce qu'on avait bâclé le management et plein de choses dans la société. Les gens c'était le retour au travail, les gens qui étaient en remote, ceux qui te disent je veux plus jamais revenir au bureau, ou ceux qui reviennent et qui sont plus les mêmes. Il a fallu gérer tout ce truc-là avec la descente de chiffre d'affaires et tout ce qui allait avec. C'est le gros paquet, ouais. C'est là que je me suis dit, ok, en fait, avoir une discipline euh, de santé solide, ce sera ma fondation. Et m'entraîner pour courir, les 42 kilomètres, la première fois, je me suis mal entraîné, je les ai fait mal à l'arrache, je suis ressorti blessé, j'ai couru mes 42 kilomètres en 5h27, Ouais. j'avais les pieds en sang. Et tout, Grosse souffrance, ouais. l'année dernière, j'ai fait mon deuxième marathon en 4h46. Ouais, belle progression, ouais. Bravo. Progression, mieux entraîné, plus carré, etc. Et ça m'a accompagné toute l'année de m'entraîner pour ce moment-là. Bien sûr.
Et j'ai des amis qui m'ont challengé, qui m'ont dit, il faut que tu fasses les 100 km de la montagne Vitosha. Donc, c'est un ultra-marathon. J'ai Ouais. fait, pff. Et l'ami en question qui m'a dit, ouais, mais t'as aucune excuse, hein. Moi, j'ai commencé à courir à 43 ans. Maintenant, j'en ai 53. Je fais des ultras et des Iron et je suis hyper fort et tout ça. Et j'ai commencé, je savais rien faire comme Ouais. toi il y a 10 ans. Donc, t'as qu'à t'y mettre. Et je fais, bon, ok. Finalement, il est jamais trop tard. Ok, je pense qu'il est le moment, il est temps que je m'y mette. Et j'ai fait les 100 km qui étaient Ah, génial en bravo, termes de bravo. cadence et Ouais. d'entraînement et de tout le truc. Puis j'ai refait mon dernier marathon il y a un mois, 4h43, donc petit progrès. Ouais, bravo. Mais c'est vraiment la baseline de comment est-ce que j'ai quelque chose qui me donne une discipline entre l'entraînement, entre l'objectif, et que je synergise tout ça avec l'entreprise, parce qu'il faut être endurant. Bien sûr. Il faut Bien être sûr. endurant. Et une performance durable, ça se construit. Ça, c'est clair. Quand tu parles de discipline, enfin, je suis le premier à le dire aussi, donc le deuxième avec toi aujourd'hui. Il y a pas de performance durable en fait sans discipline. Et Hmm. c'est avec toutes ces routines en fait pour maintenir un certain niveau. Moi, j'appelle ça le coffre de pirate. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, c'est ton trésor à toi. C'est-à-dire que ça ne dépend que de toi. Et malgré ce qui se passera autour de toi, c'est encore toi le propriétaire de ce qui se passe et de ce que tu as dedans. C'est-à-dire que le sport, ça c'est clair que c'est quelque chose pour moi, c'est le cas aussi. Tous les jours, je suis en train de faire du sport. C'est ce qui maintient. Alors au-delà de se défouler, au-delà, non, non, on y trouve une certaine satisfaction en fait de prendre soin de soi. Là, on parle Mhm. d'estime et dans la confiance en soi aussi, puisque se dire je suis pas capable, toi, je serais jamais capable de faire un 100 km, de faire un ultra, etc. Et puis un jour de passer à l'acte petit à petit, on appelle ça des expositions progressives, petit à petit, et d'arriver à cet objectif-là, c'est de dire finalement tout le reste, en fait, tout le wagon des trucs que je me pensais pas Mhm. capable de faire, mais finalement je suis capable. J'ai Exact. été capable de me dépasser à un moment donné. C'est ce qu'on appelle les ressources. J'ai cette ressource en fait de dépasser mes croyances limitantes pour arriver à autre chose. Et ça s'applique dans le sport. Et c'est vrai que je dirais que ça peut paraître plus facile de l'appliquer dans du business, hein. Souvent, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne font pas de sport et qui vont effectivement initier des projets et puis lancer ça, puis prendre des risques, pourquoi pas, puis se dépasser un petit peu, faire des investissements un peu plus gros. Le physique, on le sait, c'est quand on commence à courir, quand on commence une nouvelle discipline, on en chie, ça c'est une vérité. Mais on sait aussi qu'à force de répéter, notre cerveau, il enregistre en fait les nouvelles données. Et que finalement, quand tu es allé à la salle et que ton record c'est 80 kilos, la fois d'après, tu peux faire 82 parce que ton cerveau, il a déjà enregistré, il a envoyé toutes les petites connexions neuronales à tes muscles pour dire hey, 80, c'est OK les gars, on peut mettre un peu plus. Ça se travaille. Et c'est vrai que ça soit au niveau de notre corps ou de notre esprit aujourd'hui, enfin, on a très peu de limites finalement. Mhm. Sauf en fait ce qu'on croit. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce genre d'anecdote en fait, comme toi aujourd'hui, qui il y a quelque temps courait pas vraiment, et puis aujourd'hui se tape des 100 km. En plus, c'est pas du plat. Je crois savoir que les 100 km pour Vitosha, c'est pas du plat. C'est une montagne, C'est ouais. une montagne, hein, donc c'est pas du plat. Enfin, je veux dire, c'est beau. Et en termes de mentalité, justement, toi, toujours en continuant sur ce principe de t'enrichir, mais personnellement, je ne parle pas d'argent encore sur cette fois-là. C'est quoi aujourd'hui qui pourrait être ton prochain objectif, justement, comme tu as pu le faire avec des courses, des marathons et ensuite des 100 km, dans ton aventure entrepreneuriale aujourd'hui, c'est quoi ton prochain objectif à toi? Je suis en train de transformer le studio. Ça fait des années, en fait. D'accord. Et je suis en train de lever des fonds. OK. Donc, j'avais ce projet. On a eu plusieurs projets, plusieurs sociétés. Au final, c'était le projet de 3 associés. Maintenant, on est 2. J'ai racheté les parts d'un de mes 2 associés. OK. Et voilà, donc je suis associé avec mon meilleur ami. On est à 50-50 sur le business. Comment est-ce qu'on développe notre activité? Comment est-ce qu'on fait venir des investisseurs et comment on ouvre le capital? C'est toute une démarche. Mais c'est vrai qu'en 20 ans d'entrepreneuriat, on a fait beaucoup de choses en bootstrap. On a commencé de zéro, on teste des choses, etc. Avec toujours ce désir de rester indépendant. À un moment donné, on a levé des fonds pour un projet de plateforme sociale pour joueurs de poker. OK. Donc on a fait ça pendant quelques années, on n'a pas réussi. Après, on a réussi dans le jeu vidéo. On a eu 2 sociétés dans le jeu vidéo. On a eu une boîte de serious game qu'on a vendue à un groupe de consulting parisien qui s'appelle OnePoint. OK. Et on a développé notre propre ligne de jeux vidéo avec Chibi Phoenix. Le projet initial, c'était en 2010, on avait une boîte d'emailing. On faisait de l'emailing. Et c'était Ouais. à la fois très rentable et pas du tout intéressant. Ouais. Intellectuellement, c'était vraiment pas intéressant. Et j'avais 29 ans. Et c'était l'année où on a fait beaucoup trop d'argent et je pensais vraiment que j'étais un génie.
D'accord. C'est vraiment une des grosses bêtises. Comment gérer le trop de succès trop rapide, c'est très difficile. C'est aussi difficile que gérer les échecs, j'ai envie de dire. C'est différent, mais en tout cas, les échecs, t'apprends beaucoup. Ouais. Alors que le succès, t'apprends rien. Ouais. Ou t'apprends différemment. Et donc, en fait, on a pris tout l'argent qu'on a fait dans l'emailing et on a tout mis dans notre propre plateforme de bande dessinée numérique Ok. qui s'appelle Amilova. Ok. Et donc, on est lancé à fond là-dedans. Il y avait une forme de frustration du fait que, en ayant des parents artistes et profs, mais mon père et ma mère ont passé beaucoup de temps à me transmettre l'amour de l'illustration, de l'art. Ma mère m'a amené dans beaucoup de musées quand on était à Paris, quand j'étais petit. Et j'ai eu cette chance, en fait, d'être exposé à de l'art, de la maîtrise, de la beauté, et avoir toutes les explications de professionnels qui t'expliquent comment ça se passe. Aiguisé, ouais. Donc, et les galeries d'art, et les amis de mes parents, aussi artistes et profs. J'ai été beaucoup dans ce truc-là. Et après, quand j'ai fait mon coming out et que j'étais un capitaliste, un entrepreneur, ça a été compliqué. Et mes parents se sont dit, mais pourquoi tu nous fais ça? Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a raté? Pourquoi tu veux faire des trucs comme ça? Tu veux pas être prof, toi aussi? Ça a été dur, mais ils ont fini par comprendre. Et puis après, j'ai voulu, à un moment donné, c'est toujours été ma passion, la bande dessinée et le jeu vidéo. J'ai voulu reconnecter avec ça. Et on s'est lancé là-dedans, mais on ne s'est pas lancé là-dedans de manière assez professionnelle. On était trop artistes. Donc j'ai commencé à écrire mes propres bandes dessinées. D'accord. J'en ai publié 3. On a créé des histoires, on a monté une communauté, mais on n'y est pas arrivé à ce moment-là. Okay. Au bout de 2 ans, on a arrêté. Et au moment où on a arrêté, c'est le moment où tu as un géant coréen, Naver, qui a lancé webtoon.com, donc de la bande dessinée numérique. D'accord. Et eux, ils ont rendu ça extraordinaire. En 2024, ils ont fait une rentrée en bourse à une valorisation de 3 milliards. Un truc gigantesque. Geekstape. Et quand on avait cette vision de la bande dessinée numérique en 2010-2012, c'était trop tôt, en tout cas en Europe. Tu allais voir les artistes et ils disaient, mais attends, déjà, le numérique, moi, j'aime pas trop. J'aime bien dessiner sur papier, crayon, peinture. Alors déjà, la tablette et le numérique, ils n'étaient pas encore prêts. En plus, ils avaient peur que mettre des choses en ligne, ils allaient se faire voler leur art par des gens, etc. Donc, c'était compliqué. Et quand on allait voir des distributeurs papier, on allait voir des distributeurs très installés en France qui sont là depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années. Avec tu vas dans leur entrepôt, ils te reçoivent avec des montagnes de livres. Et quand tu leur dis que tu vas publier des choses qui sont aussi en ligne, ils te regardent, ils font, mais tu te rends compte là, que tu veux détruire tout mon business et celui de mes ancêtres, des générations à faire du papier avec ton numérique, mais sors de là, quoi. Ouais. Je ne veux même pas te parler. C'était dur. Donc tout le monde le détestait en 2012, mais on avait quand même raison. La bande dessinée numérique, c'est quelque chose qui existe. Oui, la preuve aujourd'hui, ouais. Et c'est vraiment... L'objectif, c'est de créer une plateforme collaborative qui va rejoindre le jeu vidéo et la bande dessinée numérique. Donc les arts narratifs, que ce soit du narratif 2D avec du jeu vidéo, faire des expériences interactives, faire des expériences qui se rejoignent. Donc tout le côté cross-média ou transmédia, c'est un peu pompeux. Ouais. Mais c'est quand même de ça qu'on parle. Bien sûr. Donc c'est ça que je veux créer. Ça a toujours été dans ma tête depuis 2010. Donc si j'y arrive, on pourra dire que je suis un peu persistant. Ouais. Tout est une question de détermination. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre qu'en 2012, personne finalement était prêt à suivre vraiment la tendance. Et comme finalement, vous avez eu raison, parce que toi, 13-14 ans après, on voit bien que finalement, la détermination, on peut parler peut-être d'insouciance, peut-être un petit peu passionnée, peut-être. Mais en attendant, c'est aussi ce qui fait la fibre d'un vrai entrepreneur. C'est justement de miser en fait sur ce qu'il pense lui être valable pour lui, là où il pense qu'il est bon, etc. C'est là. Et effectivement, quand est-ce que tu sais que ça ne va pas marcher ou quand est-ce que tu sais que ça va marcher? Seulement à la fin. Donc si on n'emprunte pas ce chemin-là, comment tu veux? Et c'est vrai que et surtout encore plus dans ton domaine, je pense qu'il y a ce côté passion un petit peu de grand gamin, ta passion de départ, c'est-à-dire le dessin, les jeux vidéo, etc. C'est-à-dire que si tu ne trouves pas un intérêt, toi, qui te nourrit réellement à croire dans tes rêves, on peut appeler ça comme des rêves finalement, de créer quelque chose qui est à la fois une passion et qui va être ce qui va nourrir ton activité pro et perso, mais en fait, on va nulle part. Et c'est vrai que c'est très souvent ce qu'on retrouve chez des entrepreneurs qui restent bloqués, encore une fois, tu sais, dans « Ah ouais, on m'a dit que ça serait difficile. Ah ouais, on m'a dit que ça serait compliqué. Ah ouais, mais on m'a dit que ça se faisait pas. »
Mais à un moment donné, tu sais, c'est cette phrase qui dit que on leur a pas dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Tu fonces, en fait. Tu fonces et puis tu vois. Et puis ça marche. C'est top, c'est génial, j'ai eu raison. Ça marche pas. Je sais ce qui marche pas aujourd'hui. Et je peux, demain, me réaviser, réadapter et partir sur quelque chose qui soit peut-être plus cohérent, mieux cadré, etc. Donc c'est beau d'entendre ça aujourd'hui. Donc tu parlais de levée de fonds. Euh, alors ça paraît, quand on parle de ça, c'est qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire, putain, levée de fonds, on parle de gros chiffres, etc. Oui, forcément. Il y a un intérêt derrière, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, encore une fois. C'est quelque chose qui est très clair pour toi. Et en même temps, lever des fonds, je pense que si certains l'ont déjà fait, c'est stressant. On peut parler de stress, parce qu'on a un objectif qui est conditionné justement par ce qu'on est en train de lever, des fonds, de l'argent. Lorsqu'on est accroché à un objectif, on a des attentes. Lorsqu'on a des attentes, effectivement, on a ce risque aussi d'être déçu. Comment on gère alors l'activité, ton activité qui tourne déjà plein pot, parce que même si la levée de fonds va servir à évoluer encore, ça tourne déjà plein pot. Donc j'imagine que tes journées, pour le coup, elles sont déjà bien remplies. Que la pression du quotidien, on en parlait avec 50 salariés. J'ai souvent dit 50 salariés égale 50 problèmes répartis sur le mois, tu vois. Donc quand il y a 30 jours, ça peut faire 2 par jour presque. Comment tu gères? Alors, tu as parlé de quelques ressources comme le sport, comme ta famille, etc. À l'intérieur de toi, dans la tête d'Adrien, il se passe quoi entre je maintiens le cap, mais en même temps, il faut que je cherche du carburant ailleurs pour aller encore plus loin. On a quand même, il y a des gens qui sont spécialisés, enfin tu le sais, hein, dans la levée de fonds, c'est-à-dire qu'ils font que ça, c'est leur métier. Un chef d'entreprise, il a son entreprise, en plus de sa vie de famille, et en même temps, cette activité annexe qui vient se poser là pendant quelques temps, de levée de fonds. Comment toi, à l'intérieur, je parle pas sur le papier pour le coup, émotionnellement, ça se vit comment? Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Ça va. Tu le vis bien? Ça va, a priori? Mais, le truc, c'est que j'ai construit un système pour passer au travers de tout ça depuis très longtemps. C'est pas ma première levée de fonds. Ouais. J'ai fait mes premières levées de fonds entre 2012 et 2015. On a fait plusieurs levées de fonds sur d'autres business. On a vendu des business, on a fait des pivots, etc. Et ça s'est passé à chaque fois de manière vraiment brutale. Ouais. C'était brutal, on connaissait pas bien, on connaissait pas les systèmes, on savait pas comment négocier, on n'avait pas encore l'expérience. Ouais, c'est un On métier. avait des mentors qui étaient hyper intéressants, mais qui étaient peut-être pas non plus disponibles tout le temps. Donc maintenant, on revient sur la table après avoir eu du succès avec notre studio de jeux vidéo, après l'avoir monté en bootstrap, après avoir fait tout ça. Donc en fait, comment est-ce que je gère ça aujourd'hui? Le truc, c'est que ça fait des années que je me prépare. J'ai vraiment... Et c'est vraiment le moment où j'ai commencé à courir. C'est le moment où le business se descendait et que je me suis dit, bon, en fait, on a accumulé plein de problèmes et je voyais pas de solution. Et je me suis dit, bon, ok, ça veut dire que ça va être long, ça va être douloureux, il faut que je sois prêt à ça. J'ai déjà fait une levée de fonds, je sais que c'est dur. Émotionnellement, ça veut dire des hauts et des bas, ça veut dire Bien des sûr. gens qui te disent oui, puis après ils te disent non. Ça veut dire plein de choses, des prises de risques, des choses qui ne se passent pas comme il faut. Et j'ai monté tout le système que j'ai aujourd'hui. Donc ça fait au moins 2 ans que je sais que transformer mon studio, ça va être dur et long. Ouais. Ok. Donc en fait, j'ai tout travaillé dans la durée, dans la résilience, en me disant, en étant très clair avec ma tech, donc vraiment en mental, Ouais, bien sûr. en me disant, je sais que ça va être de plus en plus dur. Donc c'est maintenant que je dois créer cet équilibre. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut imaginer de dur? Puisque, comme tout projet, comme tout objectif, si on met des moyens en face, effectivement, on ne se laisse pas forcément l'option de ne pas y arriver. Ça, c'est la première chose. La résilience, c'est le super ingrédient, on va dire, pour accepter, quel que soit le dénouement en fait, de notre chemin, accepter le résultat. C'est-à-dire que lever de fonds, il y a un risque, effectivement, de ne jamais lever les fonds. Mais dans ton cheminement à toi, finalement, est-ce que, ça c'est une question qui est vraiment personnelle, est-ce que tu te poses la question d'une possibilité que ça ne se fasse pas? Ou est-ce que tu es, je sais que ça va être long et dur, comme 100 km entre guillemets dans la montagne, ça va être long et dur, ça on le sait, personne ne le fait. Ça va se passer, C'est bien clair. sûr. Bien sûr, ça Ça, va se passer. ça va se passer. Ça va se Et passer. c'est comment gérer, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce que tu parles de 2 ans, c'est pas 2 jours, c'est pas 2 semaines, 2 ans, 2 ans à maintenir quelque part un cap, sans encore voir la petite île, tu sais, si on se compare à des pirates, on voit pas encore l'île à l'horizon, mais on sait qu'on veut y aller, ça c'est évident. Qu'est-ce qui fait qu'on garde le cap, justement, et que... Alors, c'est pas qu'est-ce qui fait, je revois ma question, c'est comment finalement j'entretiens, encore une fois, mais j'ai un élément de réponse par rapport à tout ce que tu nous as dit depuis tout à l'heure,
C'est comment j'entretiens en fait le chemin vers la cible, tout en continuant ma vie en fait de tous les jours, sans qu'elle soit conditionnée par ça. Parce que je crois que le plus grand danger, c'est d'avoir un nouvel objectif qui conditionne en fait notre situation aujourd'hui, qui remettra en question en fait la situation. Parce que là, on n'est pas sur un plan de sauvetage en plus de ça. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose qui est fait pour upgrader. Mais en attendant, ça peut aussi faire tourner la tête. Je pense il y a plusieurs niveaux à ta question. Je te remercie, hein, c'est vraiment intéressant. Donc, bon, déjà, j'ai l'avantage de pas mal de maturité maintenant. Ouais, Parce que d'expérience. j'ai commencé l'entrepreneuriat tôt. Donc, j'ai eu la chance de passer par plusieurs choses et de survivre. Il y a eu des moments où ça a été vraiment Ouais. super dur. Ouais. Donc, je sais ce que c'est super dur, hein. Il y a 10 ans, hein, donc 2015, la boîte qu'on avait à cette époque-là était sur le chemin de la faillite. D'accord. On négociait un emprunt auprès des investisseurs historiques. J'avais plus de revenus, j'avais plus d'économies, Ouais. il y avait plus de revenus sur la boîte non plus. Et il fallait faire un pivot et bosser là-dessus. Et mon fils avait 1 an, tu vois, en termes de responsabilité, tu as Bien ça sûr. en plus Oui, sur ta une charge gueule. en plus. Ouais. J'étais en surpoids, je buvais beaucoup, je Ouais. faisais pas de sport. Ouais. Et je me suis pété le dos avec tout le stress, l'angoisse. J'ai fait un mauvais moment, je me suis fait mais en fait, c'était au point que j'avais une jambe paralysée, que je pouvais pas Le dormir. physique lâche complet là. Ouais. Ouais. Et en fait, je suis tombé tellement bas, c'était vraiment c'était novembre 2015. Et j'ai un ami qui était chiropracteur, que j'étais allé voir, j'avais fait des injections, et plein de choses, rien qui marchait, hein, Bien les sûr. médecins, Ah, oui, etc. c'est évident. Oui. Et c'est cet ami chiropracteur qui me disait, mais tu sais, en fait, tu vas tellement pas bien qu'en fait, soit tu vas te faire opérer, et bon, ça va régler les conséquences, mais si tu veux régler Ouais, le les problème, conséquences, il faut que tu changes l'intégralité de ton alimentation et de ton style de vie, Tout ton écosystème finalement. Ouais. et teste ça, quoi. Il m'a dit, si tu veux éviter d'aller à l'hôpital, Ouais. teste ça pendant 4 semaines. Et alors, il m'a aidé à faire un régime vegan super hard. Et j'ai fait ça pendant 4 semaines, j'ai perdu du poids et je me sentais beaucoup mieux. Et d'un coup, j'ai fait, ah ouais, mais en fait, c'est peut-être là. C'est peut-être chez moi Ouais. qu'il faut régler quelque chose. Et ça a été le début d'une transformation, ça a été vraiment le début d'une réflexion, d'une prise de responsabilité, parce que j'avais passé des années à me dire oh, le marché est dur, les investisseurs ils C'est sont ça, pas cool, c'est la faute des c'est autres. la faute des autres, Ouais. mes employés sont des incapables, si seulement machin truc, etc. Et ça a été ce moment-là où j'ai pris vraiment conscience que je suis maître de mon destin. Tout Que à si fait. j'étais pas content de cette boîte et de la levée de fonds et des investisseurs, je pouvais partir. Bien sûr. J'aurais pu dire non. Bien sûr. Bien sûr. On a toujours Et- la possibilité de prendre un autre chemin. Ouais. Et qu'en tant que CEO, c'était ma responsabilité à moi, tout ça. Ouais. C'est d'abord ma responsabilité à moi et après la responsabilité des autres, avant de rendre les autres coupables. Donc c'était tout un effort qui m'a amené ensuite à prendre soin de moi, faire du sport, bien manger, démarrer une thérapie. Ça a été la Ouais, suite. je comprends la Lire des chronologie, livres, ouais. lire beaucoup de livres de management. Je Ouais. me suis dit, en fait, quand on a commencé à voir la lumière et à se dire, mais en fait, on a trouvé notre chemin, Mhm. et on a lancé notre premier jeu, et puis on a lancé les Serious Games cette année-là, donc 2 boîtes cette année-là qui on est passé d'un coup. En 2 semaines, on est passé d'activités broke qui allaient nulle part à 2 activités en croissance où on allait recruter. C'était incroyable. C'est ce moment-là où j'ai pris ça avec beaucoup de maturité en me disant, OK, là, je vais devoir gérer de la croissance. J'ai déjà eu de la croissance, je l'ai raté, donc 2016. J'ai dit, il faut que je m'entoure, il faut que j'ai faut que je voie une thérapeute. Bien sûr. Faut que j'ai des gens qui m'encadrent. Il faut que mon cadre de vie soit sain et que je puisse prendre ce truc-là. J'ai tout arrangé et ça a marché pendant un certain nombre d'années. Donc aujourd'hui, comment est-ce que je me prépare au fait que c'est dur? C'est la même chose. C'est une projection déjà d'accepter le fait que par essence, il n'y aura pas de miracle, ça va se passer, ça va être dur. Ouais. Ça va être juste dur. Ouais, tu te prépares à l'effort. Ouais. Et c'est la même chose que se préparer. Pour moi, c'est la même chose que se préparer pour courir un 100 km. Mais c'est En fait, exactement ça, tu as une liste de choses. Tu sais que toutes les semaines, tu dois courir entre 80 et 100 km à telle vitesse. Il y a un jour, tu dois faire des accélérations. Un jour, tu te reposes. Un jour, tu fais ci. Un jour, tu fais ça. Tu suis ton truc. Et une fois toutes les 8 semaines, il faut que tu cours 50 km. Ouais. Et une fois toutes les 12 semaines, tu dois courir 60 km. Si tu le fais, tu vas courir 100 km. Et si tu le fais pas, en fait, si tu fais pas tes longues sorties, si tu t'entraînes pas comme il faut, si tu t'échauffes pas, etc. Mais en fait, si tu te présentes au marathon, il n'y a pas de miracle, tu n'y arriveras pas. Bien sûr, bien sûr.
Donc, c'est la balance, en fait, où il y a une partie de préparation et une préparation et du mécanique dans tout ça. Donc, quand tu me demandes, est-ce que je vais arriver à faire ma levée de fonds? Mais oui, je vais arriver à Bien faire ma levée de sûr, fonds. Je contrôle pas forcément le moment où ça doit se passer. bien sûr. J'avais envie que ça se passe en décembre de cette année, ça, c'était mon plan. Mhm. Mais j'ai retravaillé le plan, parce que tu disais, c'est un métier. On a un consultant, un financial advisor Ouais, qui travaille avec nous et qui fait la partie financière et la partie solide de parler de avec la ça. levée, ouais. Tout seul, je ne peux pas y arriver. Bien sûr, Je fais déjà beaucoup trop de bien choses, sûr. mais ça demande quand même beaucoup d'investissement. Donc, tu as cette partie-là où on est prêt et on sait aussi que ça peut prendre 6 mois, comme ça on peut en prendre 12. Ouais. Mais il y a cette résilience par rapport à tout ce que tu as vécu, encore une fois. Ce qui est très intéressant à entendre, à écouter aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on parle de 2015, où tu étais au fond du seau, où ton Mhm. corps te lâche, aujourd'hui, ça c'est le quotidien, tu sais, de beaucoup de chefs d'entreprise. Tu le sais, parce que tu côtoies aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui se demandent pourquoi ils ont mal au bide, pourquoi ils ont mal aux jambes, pourquoi à un moment, ils n'arrivent plus à marcher, pourquoi ils ont mal au dos, etc. Parce que finalement, voilà, ça va pas. La vraie réponse, et toi, tu illustres très bien, elle était en toi. C'est-à-dire que l'environnement, je ne vais pas le changer. Mes collaborateurs, encore une fois, mon marché, mes clients, la société, je ne vais pas changer. C'est-à-dire que quand je ne vais pas bien, la question à se poser, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu as fait appel à une thérapeute, tu as commencé à mettre plus de connaissances quelque part, parce que c'est important aussi de mettre des mots sur les mots. C'est-à-dire que de comprendre à un moment donné ce qui t'arrive, la première, je crois, étape, et qui est très psychosomatique, hein, on peut parler d'effet placebo, c'est qu'une fois que j'ai compris en fait ce que j'ai et que je sais à quoi c'est dû, j'arrête de prendre les traitements ou les opérations miracles, entre guillemets, pour régler le symptôme, mais je peux commencer à travailler en introspection et profondément en fait sur ce qui cause en moi en fait ces pathologies. Et ça qui est important, c'est de comprendre que toi, 10 ans après, aujourd'hui, tu as une société qui tourne bien, tu as cru en tes projets, tu es enlevé de fonds pour encore évoluer. Effectivement, si on s'arrête à Adrien il y a 10 ans, on dit oh, putain, ça va être la merde, ça va être compliqué. Ben, non, non, en fait, Adrien 10 ans après, c'est quelqu'un qui court 100 km en ultra, c'est quelqu'un qui fait des levées de fonds plusieurs fois dans sa carrière, etc. Et qui est encore en train d'avancer et d'évoluer parce qu'on apprend de nos leçons. Et je crois que ce qui est vraiment intelligent pour le coup, c'est quand j'ai un pépin, encore une fois, qui m'arrive sur le chemin, c'est de prendre cette partie-là et de regarder en fait comment je peux améliorer plutôt que de continuer à me planter et de continuer à avancer. Et c'est entre la persévérance, avec une dose de résilience, de détermination, d'ambition, peu importe, et l'envie, et encore une fois couplé à l'équilibre, c'est-à-dire qu'est-ce que je recherche dans ma vie. C'est-à-dire que c'est bien, effectivement, de réussir d'un côté si on ne se foire pas de l'autre, si on n'arrive jamais à être équilibré. Si demain, effectivement, tu lèves des millions et tu doubles ton chiffre d'affaires, ta marge, et que tu as beaucoup plus, effectivement, de réussite professionnelle, mais que tu n'arrives plus à avoir ton gamin, comme tu dis, qui a 11 ans aujourd'hui, ça ne marchera pas non plus. Non. Donc tout ça, en fait, c'est une succession de leçons, d'expériences qui font que tu es ce que tu es aujourd'hui. Et bravo, moi je suis admiratif de ce genre de Merci. parcours, et c'est sincère. À la fois, alors je sais, ton côté sportif, je le connais, parce que je te suis, tu le sais, et puis on a le même coach sportif, donc on a des informations à échanger. Mais moi je suis admiratif, effectivement, de cette détermination à un moment donné à vouloir rectifier, en fait, sa propre personnalité, son mouvement quelque part, pour ensuite évoluer différemment dans l'environnement et pas chercher à changer l'environnement pour se sentir mieux dedans. Ça marche pas, ça. Pour finir, Adrien, ma question, j'ai toujours une question que je pose à la fin de mes interviews. Si tu avais le choix, dans une panoplie de super pouvoirs, quel super pouvoir tu choisirais toi en tant qu'entrepreneur aujourd'hui pour continuer ton parcours? Alors, c'est marrant parce que, comme je fais des jeux vidéo, j'écris des scénarios avec les équipes et on était en train justement de définir qu'est-ce que c'était les pouvoirs du prochain héros de notre prochain jeu. D'accord. Et on réfléchissait à différents archétypes et à comment ça allait s'articuler. Et j'aime bien le pouvoir que pourrait avoir notre prochain héros. Et son pouvoir, c'est de donner des pouvoirs aux autres. Ah, c'est hyper altruiste, c'est ça. Bravo. C'est pas forcément altruiste, ça dépend comment c'est. Parce qu'il y a un manga qui est très sympa qui s'appelle Oh, I Got Reincarnated. This time I got reincarnated as a slime. Et le slime, son pouvoir, c'est d'absorber des pouvoirs des autres, donc d'apprendre des ok, choses. ouais, c'est pas Mais forcément après, altruiste, il peut les redistribuer. D'accord. Et comme ça, il crée en fait son royaume Ouais, c'est le entier. maître Et des pouvoirs.
Ouais, Ouais. et il donne des pouvoirs à ses équipes, et il partage. En fait, à chaque fois qu'il donne des pouvoirs, il donne un peu de son propre pouvoir, qu'il D'accord. redistribue aux autres. D'accord. Et donc c'est une armée de monstres et d'humains. Ok. C'est très sympa, en fait. Ok. Donc il est lui-même très puissant, mais en fait, c'est une sorte de roi bienveillant qui donne de son propre pouvoir et de ses richesses pour que les autres puissent l'aider. Et du coup, c'est une synergie, puisque plus Bien il sûr. donne et plus il reçoit. Ouais. Donc ça j'aimais bien. Donc ce serait un pouvoir comme ça. Super. Bravo, parce que c'est un pouvoir particulier et original, c'est clair. Mais c'est un super pouvoir, effectivement, on parle d'égrégore à ce moment-là, de pouvoir communier avec les pouvoirs des uns des autres. Et je crois que dans la société en général, aujourd'hui, on aurait besoin, effectivement, que chacun puisse donner des pouvoirs aux autres et que de temps en temps, on se les rende. Parce qu'on a des hauts et des bas. Et si on avait cette possibilité de s'échanger de temps en temps, en fait, nos points forts, nos qualités, nos opportunités et nos chances, ça pourrait peut-être faire avancer le monde différemment. Merci Adrien, encore d'être venu. Merci à toi. Et je te souhaite encore plein de bonnes choses pour la suite de ton aventure entrepreneuriale. Bon, on va se battre. Yes. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Zone de Pouvoir. Un riche entretien, encore aujourd'hui, de riches échanges avec la preuve, justement, si on doit retenir quelque chose, que tous les rêves, quand on y croit, sont accessibles. Et puis, on peut avoir des moments de down, on peut avoir des choses qui nous paraissent à un moment donné insurmontables. Et lorsqu'on reprend vraiment le contrôle, en fait, de soi, tout est surmontable. Encore une fois, tout est possible. Et on se souvient qu'un entrepreneur qui gagne, c'est un entrepreneur qui maîtrise son mental. À bientôt.